Florence, si tu veux bien, c'est à toi et on commence par toi. Donc Florence est pilote de la mission égalité intégrée de l'ANACT. Je veux dire, elle travaille sur la question depuis façon importante. Et on a déjà, alors pour ceux qui nous suivent, on est assez groupis d'abord de tous les deux. Donc voilà, donc vous les voyez pas pour la première fois. Et puis sur cette question-là, on a déjà aussi commencé, j'allais dire, à défricher la question il y a quelques mois, en regardant une chaîne qui était au niveau mondial, au niveau européen, au niveau France, et puis à l'époque c'était en Occitanie, sur la région. Comment est-ce que les choses sont en train de bouger sur ces questions globales de santé des femmes, pas seulement de santé mentale. Là, on va plutôt s'orienter là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on fait de temps en temps des focales avec notamment la santé des soignants. Alors là aussi, les soignants au sens large. Et juste pour mettre un peu de citron sur le bord de l'huître, ce qu'on dit, c'est que le plus souvent, les soignants au sens, les officiels, faut que je me retienne bien, du ministère de la Santé. On a essentiellement ceux qui sont répertoriés par le ministère de la Santé et donc par l'adresse, c'est-à-dire les soignants officiels que sont les médecins, les sous-soignants, les soignants autres que sont les infirmiers et puis le personnel administratif. Donc tout ça, c'est 1,5 million de gens à peu près en France. En revanche, ça double au moins si on regarde tous les acteurs de la chaîne des soins, donc non seulement eux, mais les autres types, types de techniciens, les autres acteurs des établissements de soins, les aides-soignants, et encore une fois là-dedans, on ne met pas, on n'a pas les éléments sur notamment la médecine et la médecine individuelle. Voilà. Donc Florence suit tout ça sous l'œil femmes et femmes au travail, et donc la question, ça va être dans cet ensemble et plus particulièrement sur les enjeux de santé mentale, santé psychologique, comment tu vois les choses, comment tu les vois évoluer. C'est à toi. Il faut que ça soit vert. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Marie et au Cercle Entreprises en Santé de permettre que cette conférence existe. Et je vois que vous êtes assez nombreux, ce qui prouve qu'il y a un sujet. Je crois que c'est plus seulement un effet de mode ou quelque chose un peu d'innovant. Ça devient, ce sujet, une priorité du ministère du Travail et une priorité du plan santé au travail. Moi, actuellement, je pilote également l'action santé des femmes du plan santé au travail numéro 4. Alors, quelques mots, effectivement, sur la santé mentale. C'est vrai que c'est un terme qui recouvre un certain nombre de troubles. Alors, d'anxiété, troubles de dépression, burn-out, troubles du sommeil, stress post-traumatique. C'est vrai que c'est à distinguer d'un autre terme qu'on entend souvent, charge mentale. Charge mentale, c'est plutôt la question de la charge. Souvent, c'est associé à la charge liée à l'articulation des temps ou à certains métiers, notamment à prédominance féminine, où il y a une multiplicité de tâches à gérer en même temps. C'est à distinguer aussi de la maladie mentale. Alors, c'est vrai que ce terme de santé mentale, on pourrait se dire, on va le traiter avant tout sur un plan individuel. Hein, c'est ce que font les médecins, les professionnels de santé, et il y en a besoin. Mais nous, à l'ANACT, on va essayer d'agir plutôt sur les leviers collectifs, les leviers organisationnels. Et effectivement, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait en prévention primaire pour adapter le travail, adapter son organisation en fonction, d'une part, des postes ou des parcours occupés par les femmes et les hommes qui ne sont pas les mêmes, et d'autre part, en fonction des spécificités aussi biologiques ou sociales des femmes et des hommes. Et du coup, si on applique ça à la santé mentale, c'est vrai que les problématiques de santé mentale, elles sont plurifactorielles, comme on dit. Il y a tout un volet de ces questions de santé mentale qui sont liées à la problématique des âges de la vie, les dépressions post-partum, la période de la ménopause, mais c'est aussi les séparations, recompositions familiales, monoparentalité, qui concernent les deux sexes, mais la monoparentalité, ça concerne plutôt les femmes. C'est la question de la surexposition des femmes aux violences sexistes et sexuelles, mais pas que. Il y a un certain nombre d'hommes qui sont exposés aussi. Ces questions d'éco-anxiété, de cumul vie professionnelle, vie familiale. Vous savez sans doute que, oui, la durée de travail rémunérée des hommes est plus longue que celle des femmes, mais le cumul
travail rémunéré, non rémunéré, est bien supérieur pour les femmes à celui des hommes. Donc, avec moins de temps de récupération, moins de temps de sommeil, etc. Alors, ce qui va nous intéresser là, dans cette conférence, c'est ce qu'on appelle les déterminants liés au travail. Et c'est vrai, quand on voit les conditions de travail des femmes, elles sont majoritairement dans des emplois moins qualifiés, moins rémunérés, moins reconnus, souvent très exposés aux risques psychosociaux. Et là, effectivement, je vais faire un petit focus, avec aussi beaucoup d'horaires morcelés qui rendent aussi difficiles les questions d'articulation des temps, et puis aussi marquées par la précarité, etc. Alors, sur l'exposition aux risques psychosociaux, c'est la DARES qui a publié, le service statistique du ministère du Travail, qui a publié début 2023 une enquête très intéressante sur les métiers féminisés de service. Donc, dans le soin, dans le commerce, dans la propreté, dans l'enseignement, et qui montrait que les femmes étaient exposées à 7 facteurs de risque professionnels sur 8, alors que dans les métiers masculinisés ouvriers, les hommes étaient, enfin les salariés étaient exposés à 4 facteurs de risque professionnels sur 8. Et alors du coup, si on regarde ces métiers féminisés de service, ils sont exposés, pour ceux qui connaissent les grilles les critères de Golac, au manque de soutien et d'autonomie, aux exigences émotionnelles, devoir rassurer, devoir soutenir, etc., au conflit de valeurs. Alors qu'il y a quelques années, c'était les hommes qui étaient plus exposés au conflit de valeurs. Là, on retrouve plutôt les femmes dans ces métiers, mais aussi aux contraintes organisationnelles. C'est quoi? C'est travailler dans l'urgence, la pression temporelle, devoir se dépêcher, etc. Alors, si on regarde d'autres données d'impact, non pas d'exposition aux risques psychosociaux, mais d'impact sur la santé, ce qu'on voit au niveau de la Caisse d'assurance maladie, c'est que les affections psychiques ne sont pas reconnues dans les tableaux de maladie les tableaux de maladies professionnelles. Par contre, il y a un système de reconnaissance complémentaire qui, par exemple, en 2019, a reconnu 1000 affections. Et ces 1000 affections, ça concernait surtout des... Oui, c'est le hors-tableau. Bon, voilà. C'est ça. Nous sommes tous des hors-tableau. Pardon. Oui, et du coup là, ça concernait surtout donc des femmes de 40 ans en moyenne, employées, et ça conduisait à peu près à 400 jours d'arrêt. En fait, paradoxalement, là où on retrouve le plus d'affections psychiques reconnues, c'est dans les accidents de travail, puisque à peu près 3 à 4% des accidents de travail concernent des affections psychiques, y compris graves, dont les suicides, mais qui sont en faible nombre, et là qui conduisent aussi à un certain nombre d'arrêts longs. Alors, l'étude qui m'a particulièrement intéressée, c'est plutôt la dernière étude de Santé publique France qui a été produite l'an dernier et qui montre que pour toutes les souffrances psychiques liées au travail, les femmes sont 2 fois plus exposées que les hommes. Et ce que cette étude a révélé, mais elle a peut-être des biais, c'est que c'était plutôt les catégories cadres, pour les femmes comme pour les hommes. Et pour les femmes, ça concernait plutôt les tranches d'âge 35-44 ans, et pour les hommes, les tranches d'âge 45-54. Et que là, les secteurs qui étaient montrés comme étant très exposés à la souffrance psychique, c'était pour les femmes le transport, la construction, l'industrie. Donc on peut se poser des questions sur pourquoi. Il y a des hypothèses sur une division sexuée forte du travail, sur la prévalence du sexisme ordinaire, des violences sexistes sexuelles, sur aussi l'inadaptation qu'on a pu montrer des systèmes de travail, aussi bien sur le plan de la pénibilité physique que sur le plan des horaires, etc. Voilà, pour les hommes, les secteurs qui sont le plus exposés, c'est l'agriculture, on en parle beaucoup depuis quelques années, l'hôtellerie-restauration également. Alors, finalement, pour faire le lien avec les questions d'usure professionnelle, c'est vrai que ce qu'on a constaté pour les métiers des femmes et dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles l'ANACT intervient, mais aussi l'ARACT, vous savez que nous formons un unique établissement public et qui a l'ARACT Grand Est, qui donc accompagne les entreprises, c'est que les femmes rentrent beaucoup dans des métiers d'entrée dans l'entreprise, agents d'entretien, aides-soignantes,
infirmières, enseignantes, vendeuses, mais évoluent très peu dans l'entreprise, à la différence des hommes qui évoluent. La DARES a là aussi montré que les parcours des femmes sont plutôt descendants, précaires, hachés, pénibles. Les métiers des hommes vont être plutôt, ça peut changer, stables, ascendants, évolutifs. Et donc, les femmes sont durablement exposées à l'usure professionnelle et en fin de carrière, à la différence des hommes, on retrouve beaucoup de femmes très exposées à la pénibilité, y compris physique, quand on est auxiliaire de vie, agent d'entretien, nounou, etc. Voilà, donc une exposition prolongée à des facteurs de risque qui génèrent de la santé mentale, d'où ce fait de très justement associer santé mentale et, si je puis dire, usure professionnelle, alors même que, avec l'évolution des lois sur les retraites, les femmes, comme elles ont eu des parcours plus à temps partiel, moins payés, plus hachés, doivent travailler plus longtemps. Je vais peut-être m'arrêter là. Non, 30 secondes, juste pour faire écho à ce que tu dis, et le fait que usure professionnelle et santé mentale, aussi charge mentale, sont liées. On a fait par exemple le mois dernier, il y a 2 mois là maintenant, avec une ARAC qui était l'ARAC Hauts-de-France, une analyse de ce côté-là sur les métiers d'aide et d'aide à domicile. Et les métiers d'aide à domicile, alors qui sont, moi je connaissais pas les chiffres, en gros, ça représente plus de 6% de l'emploi en France. Ce sont tous des métiers en tension sur lesquels les besoins, j'allais dire, de recrutement et d'extension sont énormes. Donc on devrait arriver à 10% avant qu'on soit là. Et j'allais dire que les pauvres qui animent et qui dirigent ces entreprises ne savent pas comment faire parce que, en gros, les moyennes d'âge, on est déjà, je crois dans le Nord et qui était pas l'un des plus défavorisés, si je peux me permettre, par rapport au Sud, par exemple. Ils sont déjà une moyenne d'âge de 47%, essentiellement féminin, globalement, bien entendu, là-dessus, avec tous les facteurs que tu citais, c'est-à-dire, en plus, c'est un travail le plus souvent qui est globalement solidaire et qui est totalement méconnu. Et donc, assumé essentiellement par des femmes et avec encore une fois, des besoins absolument énormes sur l'avenir. Par exemple, tu vas couper? Non, vas-y, continue. Oui. Non, juste pour rajouter effectivement que, plus précisément dans l'étude de Santé publique France, la surexposition, elle était liée à la surcharge de travail, parfois à la sous-charge, au changement organisationnel important dans ces métiers-là, au dysfonctionnement dans les prescriptions hiérarchiques et dans le management, au déficit de reconnaissance et au manque de moyens, ce qui explique aussi les conflits éthiques pour intervenir. Peut-être j'interviens pas sur les recommandations dans un deuxième temps. Effectivement, si vous voulez bien, sur les recommandations et les préconisations, on m'entend pas ou trop? Oui, je crois. Bon, pardon. Et donc, merci Florence. Alors, heureusement, on est au rez-de-chaussée, on est quand même loin du fleuve, donc vous n'allez pas tous vous précipiter avec une corde au cou parce que le portrait est compliqué. Mais il y a effectivement des points positifs et des espoirs, notamment, si je peux me permettre, parce qu'on en parle. Et ça, c'est une chose qui est globalement tout à fait importante. Merci d'avoir fait le lien entre les deux.